Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation et surtout de l'évolution de la consommation, notamment en France, à partir de maintenant, à partir du post-Covid-19, comment va se comporter la consommation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir un invité, Philippe Gutzmann, spécialiste de la consommation. Philippe édite un certain nombre de notes, anime des conférences, des débats sur ce sujet. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous avez édité très récemment, en 4 épisodes, je crois, dans la publication LSA, mais également sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, une note qui s'intitule « Que sera la consommation après le Covid-19 ?» J'ai envie de dire un peu aussi pendant, bien sûr, à travers 10 facteurs. Vous allez analyser 10 facteurs qui vont changer ou pas la consommation. D'une certaine façon, vous essayez, je crois, de décrypter la consommation et l'évolution de cette consommation à travers quoi? Différentes composantes qui peuvent expliquer une évolution? Oui, complètement. En fait, la crise a vu énormément de tribunes et de prises de position autour du monde d'après ou du retour au monde d'avant. Et je trouvais que beaucoup de ces prises de position étaient empreintes d'un biais de confirmation, chacun finalement voyant dans la crise l'opportunité d'enfin trouver une consommation conforme à ses désirs. Moi, je n'ai pas de parti pris, ou du moins j'essaye de ne pas trop les exposer, et j'ai plutôt essayé d'analyser les facteurs qui vont faire ou pas d'ailleurs bouger la consommation, parce qu'il est encore tôt pour, euh, pour tirer des conclusions qui seraient définitives. Tout est mouvant. La crise sanitaire, bon, il semblerait qu'on commence à en sortir, mais la crise économique, on est plutôt en train de rentrer dedans. Et donc je pensais qu'il était plus intéressant d'observer des facteurs de façon, en les maîtrisant bien, de pouvoir, pour les entreprises, de pouvoir faire évoluer leurs paramètres, leur production, leur modèle économique, le cas échéant, en fonction de l'évolution de ces facteurs. Voilà l'idée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette analyse, c'est que comme vous le dites, on ne va pas juste sur ça va être tout blanc, tout noir ou on ne sait pas trop. Vous essayez de décrypter donc à partir de 10 facteurs. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble des facteurs, mais on va essayer d'en apercevoir certains ensemble. Je vais quand même les lister rapidement pour avoir un petit aperçu. Le facteur sociodémographique, le facteur innovation, le facteur hygiène aussi, bien sûr. Hygiène, c'est évident en cas de crise sanitaire. Le facteur digital, le numérique, bah oui, on va en parler, ça a changé aussi la façon de vivre et de travailler. Le facteur défaillance d'entreprise, comme vous dites, on rentre dans la crise et ça va avoir un impact. Le facteur libre-échange, les relations sociales, avec notamment la distanciation sociale. Et puis les 3 derniers, le facteur travail, bien sûr, le facteur patrimoine, et puis peut-être, j'ai envie de dire, le facteur le plus important, ou l'un des plus importants, le pouvoir d'achat. Dans cette dizaine de facteurs qui vont permettre de définir la façon dont évoluera la consommation en France, lesquels sont selon vous les plus importants sur le tableau de bord du chef d'entreprise, lesquels on doit regarder avec attention? Alors, je vais démarrer par ceux qu'il faut mettre de côté, si vous me permettez. Parce qu'en fait, dans l'histoire longue de la consommation, les deux facteurs qui font bouger les choses, ce sont les évolutions sociodémographiques et c'est l'innovation. Or, cette crise, c'est son intérêt, contrairement au discours public, ce n'est absolument pas une guerre. Dans une guerre, il y a une crise sociodémographique. En général, il y a des coupes dans la pyramide des âges et il y a une accélération énorme de l'innovation. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est ce qui m'amène à dire que sur le fond de la demande du consommateur et des attentes du ou plutôt des consommateurs, il n'y a sur le fond pas de changement. En revanche, il y aura des paramètres autour qui vont bouger, qui les impactent et qui vont faire évoluer leurs attitudes. Les, les trois, si je devais en retenir que trois, je retiendrai d'abord le digital, évidemment. C'est-à-dire que la période de 2 mois de confinement a vu 2,5 millions de nouveaux clients qui sont rentrés dans le e-commerce, et notamment pour la consommation alimentaire, notamment dans le drive. 2,5 millions, ça a rapproché du un peu moins de 30 millions de ménages. C'est-à-dire qu'on est à pas loin de 10% des ménages français qui sont nouvellement rentrés dans le digital. C'est absolument considérable. C'est en 2 mois l'acquisition client de plusieurs années.
Et ça a des impacts énormes parce que c'est Un notamment impact une énorme nouvelle. sur la façon de consommer, en fait. Alors oui, bien sûr, mais que dans ce monde digital sont rentrés de nouveaux clients, notamment des seniors, qui n'étaient jamais rentrés par peur, parce que la barrière à l'entrée, créer un compte sur un site Drive, c'est un peu compliqué. Ils y sont allés. À partir du moment où ils sont rentrés dedans, ils vont y rester, sans doute pas autant que pendant les 2 mois, mais en tout cas, ils sont désormais connus des sites de e-commerce et ils vont pouvoir être, entre guillemets, activés. On va pouvoir leur envoyer des promotions, on va pouvoir leur envoyer enfin, les appeler à revenir sur les sites. Et donc, on a là, dans le commerce, une évolution très importante de la taille de clientèle du commerce digital qui va pouvoir perdurer. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très, très impactant, je pense, pour le commerce au sens large. Ça, c'est le premier. C'est une bonne chose pour un certain nombre d'entreprises. Donc, ça, c'est un premier point. Mais D'autres points? le deuxième point qui me semble très déterminant, c'est le télétravail. J'ai écrit dans ce document, je parlais du télétravail de masse. Alors évidemment, on ne va pas tous continuer à télétravailler à la même hauteur, mais avant la crise, le télétravail était marginal. Et beaucoup d'entreprises, ou beaucoup de collaborateurs d'ailleurs, n'y allaient pas, le craignaient, le trouvaient comme étant parfois compliqué à mettre en œuvre. Plus aucun argument ne peut s'opposer au maintien du télétravail. Et beaucoup d'entreprises comme de collaborateurs y trouvent leur compte. Donc il va se maintenir à un niveau très nettement supérieur à avant. Plutôt que de grands discours, il y a quelques chiffres très simples qui illustrent ça. Au début du confinement, les arrondissements de Paris, 1, 6, 8 et 9, qui sont des arrondissements avant tout de bureaux, d'activités, ont vu le chiffre d'affaires du commerce alimentaire chuter alors même que les restaurants étaient fermés. Pourquoi je prends cet exemple? C'est qu'en fait, le télétravail, il amène un déplacement des lieux de commerce. Puisque, en part importante, on ne déjeune plus à la cantine ou au resto du coin ou dans le Franprix où il y a un coin de restauration, eh bien, on se retrouve à déplacer ces prises de repas dans les lieux d'habitation. Et on a vu corrélativement d'ailleurs des progressions très importantes de chiffre d'affaires dans certaines banlieues qui sont peu aujourd'hui denses en travail. C'est un Est-ce que facteur très ça peut important. durer selon vous? Vous allez me dire, bien sûr, c'est lié, le cas Oui, échéant, au maintien du télétravail, voire au développement de ce télétravail pour oui, la consommation future. oui. Ça a été très massif là. Maintenant, ça ne le restera pas dans une telle proportion. Mais si ça perdure dans une proportion suffisante, et je pense que ce sera le cas, c'est suffisant pour faire bouger des lignes. Ayons juste en tête qu'à Paris, pour prendre cet exemple-là, hein, à Paris, vous avez en gros un emploi pour un habitant. En France, vous avez en gros un emploi pour 2 habitants. C'est-à-dire que si la carte du travail commence doucement à rejoindre la carte de l'habitation, vous avez une évolution de la géographie, du commerce et de la restauration qui est tout à fait considérable. Même si elle n'est pas totale, quelques pourcents, ça suffit à faire basculer, vous le savez bien, les modèles économiques des entreprises, la valeur commerciale des sites marchands, des rues commerçantes, etc. Donc ça, c'est un élément absolument fondamental. Le troisième facteur, pour moi, il est plutôt devant nous, parce que pour l'instant, l'État a mis en œuvre des outils en France qui ont rendu la crise relativement indolore par rapport à d'autres pays. C'est évidemment le facteur pouvoir d'achat. Pour ça, je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie trop, surtout dans les cercles j'allais dire, de décideurs, d'influenceurs, qui sont relativement à l'abri. C'est que pour 20% de nos compatriotes, 65%, hein, les moins argentés bien sûr, 65% de leurs dépenses sont préengagées en début de mois. Ça veut dire quoi? Ça veut En dire que fait, c'est le loyer, c'est l'abonnement au téléphone, c'est l'assurance. exactement, exactement. Ça, c'est contraint, en fait. C'est obligatoire. Voilà, tout à fait. Et quand on parle de pouvoir d'achat des ménages, on parle des 100 euros. La réalité de la perception du pouvoir d'achat pour les gens, c'est pas les 100 euros, c'est les 35 qu'il reste, ceux sur lesquels ils peuvent arbitrer. C'est ce qui a fait d'ailleurs la crise des Gilets jaunes. Mais si vous avez ce revenu de 100 qui passe à 90, les 35 deviennent 25 parce que les dépenses préengagées ne bougent pas. Ce qui veut dire qu'une chute de 10% du revenu des ménages, d'un point de vue statistique, c'est une chute de 30% de ce qu'il reste à dépenser. Donc, ça va Vous avoir un voyez, impact puissant, conséquent sur la évidemment, consommation, tout simplement, hein, évidemment, de façon mécanique, en fait. évidemment.
Ah ben, écoutez, 30% de baisse du pouvoir d'achat de ce qu'on peut dépenser, c'est quelque chose qui est absolument inédit. Ça n'a jamais existé en France. Les gilets jaunes, c'est de la rigolade à côté. Donc, parce que c'était au départ l'augmentation du prix du carburant. Donc, si on est face à ce niveau de crise-là, il y a un impact sur la consommation qui est tellurique, aussi bien sur la capacité à consommer, mais sur la nature des produits qui se consomment. Et Sur la justement, dans votre note, vous développez un point qui s'intitule très clairement et très explicitement le prix, le prix, le prix. Plus oui, que jamais à ce moment-là, les consommateurs vont faire attention, par bien sûr, obligation, au prix d'achat de ces produits, notamment alimentaires, pour s'habiller, bien etc. sûr. Et d'ailleurs, une statistique toute fraîche, je ne l'avais pas au moment de la rédaction de cet article. L'Institut Nielsen étudie la construction de la croissance du marché alimentaire depuis toujours. Et depuis à peu près 3 ans, je pense que c'est depuis 5, mais mes statistiques remontaient qu'à 3 ans, euh, tous les mois, vous avez ce qu'on appelle une premiumisation de 2%. C'est-à-dire que les Français en moyenne, tous les mois, achètent des produits 2% plus chers, non pas par l'inflation, mais parce qu'ils achètent des produits plutôt bio, plutôt locaux, plutôt made in France, etc. Donc on sait que ce mouvement existe, et il amenait un glissement de 2% tous les mois. Depuis plus de 3 ans, il s'est arrêté en mars. C'est-à-dire que ce facteur de premiumisation est passé en négatif. Donc les clients, depuis 2 mois, peut-être par précaution dans l'immédiat ou par les effets de stockage, en tout cas, sont allés acheter des produits moins chers qu'avant. C'est un sujet évidemment très important par la nature de l'alimentation, mais également parce que cette croissance-là, cette premiumisation-là, c'est le seul facteur qui a fait la croissance du marché depuis plusieurs années. S'il bascule en négatif, c'est toute la valeur du marché qui bascule en négatif. Alors, Et un évidemment, dernier les point. effets agricoles terribles. Deux derniers points, justement, l'agriculture et aussi acheter français tout court, alors des Oui. produits en général, mais notamment des produits alimentaires, du coup, avec cette contrainte du prix, du pouvoir d'achat qui est menacé. Que dire, voilà, acheter français demain qui, on le sait, on va pas se mentir, coûte quand même généralement plus cher, ça va être compliqué dans la réalité de la vie. Alors oui, mais là, vous venez de dire, pour moi, ce qui est le vrai sujet. Et pourquoi ça coûterait plus cher d'acheter français en France que d'acheter allemand en Allemagne ou espagnol en Espagne? Ça, Le c'est le coût, sujet. le coût du travail, quand on a tout Alors, bêtement, lorsqu'on achète des fruits et des légumes et que l'on voit, aujourd'hui c'est courant hein, dans les magasins, dans les grandes surfaces, des barquettes de fraises, je prends que cet exemple espagnol, qui vont coûter finalement le oui, double de barquettes de tout à fraises fait. françaises. Voilà. Alors, c'est même le quadruple en début de saison. Et j'ai fait un calcul la semaine dernière, très simple, en comparant au SMIC espagnol ou au SMIC français. La réalité, c'est que pour se payer 1 kilo de fraises françaises, un smicard français doit travailler 2,7 fois plus longtemps qu'un smicard espagnol pour s'acheter des fraises espagnoles. Et l'écart, c'est quoi? C'est pas la marge des acteurs. Les agriculteurs français vivent pas mieux, évidemment, on le sait tous. L'industrie française est à son niveau en agroalimentaire le plus bas en termes de marge depuis au moins 15 ans. Quant au retail français, il travaille avec des marges extrêmement serrées et probablement les plus basses de son histoire et parmi les plus basses d'Europe. Le sujet n'est pas là. Le facteur 2,7, c'est trois choses. C'est les normes. On est les champions du monde de la surtransposition des normes, c'est-à-dire qu'on s'impose des éléments normatifs en France qu'on n'impose pas aux produits qu'on importe. Premier élément. Qu'on importe de l'Union européenne, qui sont nos normes, nos lois. Hein. Deuxième élément, c'est évidemment le coût du travail, pas au sens du salaire, parce que beaucoup d'efforts a été fait en France là-dessus, même s'il y a des écarts, mais au sens notamment de l'emploi des travailleurs détachés. On est les seuls à appliquer les réglementations au travail détaché, on peut s'en féliciter, n'empêche que nos concurrents ne le font pas, donc il y a un écart considérable. Et le troisième élément, il est fiscal, c'est-à-dire que la fiscalité de production en France est complètement délirante. Et d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de relocaliser, on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle. Le seul sujet, c'est de remettre à plat toute cette fiscalité de production qui est extrêmement élevée par rapport à nos principaux concurrents. Je crois qu'il y a 3 points d'écart vis-à-vis de l'Allemagne. C'est quand vous parlez d'entreprises qui ont un résultat net de l'ordre de 1 point ou 2 points quand on est dans le retail, par exemple, 3 points d'écart, c'est juste affolant. C'est qu'on a une capacité à doubler ou tripler le résultat des entreprises, donc en fait de redistribuer la valeur.
Ça, c'est un sujet en fait du modèle du pays finalement, de ce qu'on veut au niveau de nos services publics. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faut d'urgence baisser la dépense publique. Donc, le monde d'après, selon vous, c'est notamment passé par ces trois éléments, ces trois Eh composantes, ben, notamment, j'ai envie de dire. alors sinon, si le monde d'après, c'est uniquement les tribunes d'artistes très bienveillantes par ailleurs, c'est juste se tirer une balle dans le pied. C'est une fois de plus, comme on est les champions dans ce pays depuis très longtemps, euh, euh, se rêver collectivement, se croire les plus vertueux, mais en dégradant durablement notre outil de production et finalement être dans la situation où les Français n'ont pas les moyens d'acheter français. Philippe Gutzmann, merci beaucoup d'être Merci à vous. intervenu sur les clés de l'agriculture. Je rappelle que l'on peut retrouver votre étude sur ces 10 facteurs qui vont changer ou pas la consommation. En tout cas, c'est intéressant à lire pour se documenter, pour mieux comprendre le fonctionnement, l'évolution de la consommation. Ça se retrouve sur votre blog, bien sûr, hein, philippegutzmann.com. On a l'adresse qui apparaît et aussi ça a été publié dans LSA, hein, pour ceux qui sont abonnés, qui peuvent le Oui, retrouver éventuellement. tout à fait. Merci Philippe, et puis à très bientôt sur les clés de l'agriculture. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.